Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie, pays dans lequel je vis et travaille depuis maintenant 16 ans. J'habite et travaille à Moscou, capitale de la Russie. Et pour en savoir plus sur la Russie, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Tous les mardis, j'écris une newsletter gratuite, Le Rêve Russe. Je mettrai le lien vers la newsletter dans le descriptif de cette vidéo et également dans le premier commentaire. Alors abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe, c'est gratuit et tous les mardis je vous parle de la Russie, je vous parle des réalités russes, des réalités de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses contradictions. La Russie est un pays qui est très méconnu et qui se développe à une vitesse absolument fulgurante, qui a vraiment un pays qui mérite d'être connu. Alors aujourd'hui une petite vidéo à Moscou pour vous parler d'un sujet concernant l'opération militaire spéciale, en fait, ce que moi j'estime être les deux grandes victoires de la Russie. Alors, les deux grandes victoires de la Russie durant l'opération militaire spéciale qui a commencé, je vous rappelle, en février 2022, donc il y a 2 ans et 6 mois. Je ne parlerai pas du sujet militaire, je ne mentionnerai pas la dimension militaire comme une des deux premières grandes victoires de la Russie dans ce dossier. Pourquoi ? Parce que l'opposition militaire, le conflit continue, il n'est pas terminé. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de conflit, on va dire que l'armée ukrainienne a été relativement démilitarisée, mais pas totalement. Elle existe encore. Donc l'objectif principal de la Russie n'est pas encore atteint. Et puis concernant peut-être la reprise de contrôle des oblasts, eh bien, la Russie a réunifié 4 territoires, 4 nouvelles régions de l'ancienne Ukraine. Et en fait, ces 4 nouvelles régions ne sont pas encore totalement maîtrisées du point de vue géographique et territorial. Et par conséquent, le but militaire, on va dire territorial et militaire de la Fédération de Russie n'est pas encore atteint. Et puis il y a une autre dimension, c'est que quand il sera atteint, eh bien, l'Ukraine aura perdu, l'ex-Ukraine aura perdu à peu près, je pense, 18 à 20% de son territoire. Donc de toute façon, à minima, il y aura une situation d'avant-conflit et une situation d'après-conflit. Et dans tous les cas, on se dirige déjà vers une défaite ukrainienne et une victoire militaire russe. Mais une victoire à minima ou à maxima, ça, on ne le sait pas encore, puisque peut-être que la Russie se contentera de ces 4 nouvelles régions, peut-être qu'elle en prendra d'autres, peut-être qu'elle a pour objectif de réunifier toutes les anciennes terres en fait, du monde russe et l'Empire russe, c'est-à-dire Kharkov aussi, Nikolaev et Odessa, donc 3 régions de plus, au total 7 régions. Aujourd'hui, personne ne le sait, si la Russie le peut et le veut, et le pourra et le voudra. On ne sait pas comment ça va se terminer, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Donc la victoire militaire en tant que telle, elle est déjà acquise à minima. Est-ce qu'elle sera à maxima? Ça aujourd'hui personne ne le sait et le cas échéant je referai une vidéo sur cette thématique. Mais à mon sens aujourd'hui il y a déjà deux éclatantes victoires de la Russie dans le dossier ukrainien et je voudrais en parler. La première selon moi, la première dont on a pris conscience, c'est la victoire économique. La victoire économique parce que globalement, lorsque l'Occident a décrété ses sanctions dès le 25 février 2022, et continue 2 ans et demi plus tard en décréter en fait. Donc on est maintenant à 22 000 sanctions je crois. Et en fait les vagues de sanctions dans l'inconscient occidental, les vagues de sanctions étaient destinées à faire effet. Et à faire effet rapidement. On nous avait dit mais rappelez-vous il y en a pour 6 mois. Après on nous a expliqué que ça ne marchait pas tout de suite mais que c'était un poison lent les sanctions. Bon et puis 2 ans et demi plus tard on s'aperçoit que elles n'ont pas eu du tout l'effet que tout le monde attendait, bien au contraire. Donc, sur ce dossier-là, l'incroyable résilience de l'économie russe, qui s'est avérée peut-être l'économie la plus solide du monde, hein, paradoxalement. On nous disait « Ah, mais c'est une économie en carton, c'est le PIB de l'Espagne. » Vous imaginez l'Espagne sous 20 000 sanctions, faisant une guerre contre l'Occident et allant dans l'espace. Ouais, j'attends de voir. Donc en fait, évidemment que ce n'est pas le cas. Évidemment que donc l'économie russe s'est montrée beaucoup plus résiliente qu'attendu, beaucoup plus solide. Et ce qui est incroyable, c'est que, pour l'avoir vécu de Russie, la rapidité du pivot en fait de l'Occident vers le reste du monde et l'Asie et l'Orient notamment, principalement, ça s'est opéré de Russie à une vitesse absolument incroyable. Moi qui connais la Russie et les Russes étaient des grands fans de voitures allemandes. Je peux vous garantir que j'ai rapidement eu des doutes sur le fait que le switch de Mercedes à Haval, une marque chinoise, se fasse, mais il s'est fait à une vitesse incroyable. Donc là,
l'extrême capacité des Russes, des élites du peuple, de l'écosystème russien en fait, à son extrême souplesse, son extrême résilience, son extrême agilité, son extrême souplesse, ça a été une énorme surprise pour tout le monde et surtout en Occident. Et par conséquent, la Russie a eu, je crois, 2,2% de récession économique en 2022, 3,5% de croissance en 2024. Et là, pour le premier trimestre, les chiffres sont sortis pour le premier trimestre 3,5% de croissance en 2023, pardon. Pour le premier trimestre 2024, c'est 5,5% de croissance. Donc c'est devant la Chine qui a 5,3% et c'est derrière l'Inde qui a 7,8%. Donc la Russie a une croissance plus forte que la Chine. C'est incroyable. C'est le deuxième BRICS avec la croissance la plus rapide. Et par conséquent, il y a une logique à tout ça. C'est quoi la logique? Déjà, c'est que les sanctions qui devaient couper l'accès à la Russie à un tas de produits et de biens essentiels pour la vie des gens, pour la production, pour l'industrie, etc. Tout ça est passé à côté. C'est passé à côté parce que la Russie s'est basée sur des pays alliés, en fait, des pays tiers. Je les appelais des pays qui ont, eux, pas eu envie du tout politiquement d'appliquer les sanctions et qui se sont au contraire servis du moment pour renforcer leur position économique. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la Turquie, les Émirats Arabes Unis, c'est la Malaisie, c'est le Vietnam, c'est tous les États en forte croissance et en réémergence. Donc, et non occidentaux. Donc en fait, la Russie a pu compter sur des pays tiers qui ont permis de créer des obliques logistiques et de faire en sorte que l'économie russe continue à être en fait alimentée en produits fondamentaux essentiels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le doublement, on va dire en quelque sorte, des dépenses militaires. Les dépenses militaires, la défense, c'était 3% du PIB avant la guerre. Maintenant, ce sera 6,5% cette année en 2024. Ça a un impact directement positif sur les autres secteurs de l'économie russe. Et je voudrais expliquer pourquoi. Si un pays comme la France veut fabriquer plus de tanks, il faut importer la matière première. En Russie, ce n'est pas le cas. Il faut importer quelques composants, mais en gros, tout est fait en local. Donc vous avez le secteur de l'industrie, le secteur du fer, vous avez le secteur de l'acier, vous avez le secteur des composants à l'intérieur du tank, vous avez le secteur de la production d'obus. Tous les secteurs en fait sont impactés, tous les secteurs de l'industrie, tout ce qui est produit en Russie est impacté à la hausse par le fait que les dépenses militaires augmentent parce que ça entraîne avec eux, ça impacte en fait des pans très variés de l'économie russe. Donc en fait, la hausse des dépenses militaires russes, elle a eu pour effet corollaire d'avoir une hausse de l'activité d'autres segments, d'autres industries de la Fédération de Russie pour alimenter et accompagner et assurer la hausse des dépenses militaires. Donc c'est pour ça qu'on a vu récemment, là, sur les 6 premiers mois de 2024, on a vu en Russie, on aperçoit cette situation incroyable de chômage quasiment zéro, de hausse très forte des salaires. Les salaires augmentent de 25 à 35% depuis le début de l'année. Il faut imaginer ce que c'est, plus 30% de salaire. Imaginez-vous un Français qui est à 2000 € et puis il passe à 3000 €. Voilà, donc c'est ça qu'on vit aujourd'hui actuellement. Donc évidemment, la hausse des revenus des gens, la hausse du pouvoir d'achat fait que les gens ont plus d'argent à dépenser, donc alimente l'économie, donc contribue à la croissance par la demande intérieure. Et que donc, plausiblement, je ne vois pas comment on va rediminuer les salaires des gens. Donc globalement, là, la Russie, du point de vue de la première victoire, qui est la victoire économique, c'est une victoire nette, tranchée, totale sur l'Occident, parce que les sanctions occidentales n'ont servi à quasiment rien. Elles ont servi à faire croître l'économie russe, tandis que les sanctions occidentales ont porté atteinte à l'économie des pays occidentaux qui ont émis ces sanctions. Donc là, on est vraiment dans Orwell. Et en plus, elles ont contribué au fait que les parts de marché tenues par les entreprises occidentales en Russie diminuent et elles sont remplacées par des parts de marché prises par ces pays tiers qui ont, eux, accompagné le contournement des sanctions. Donc on a vraiment une opposition Russie, reste du monde et Occident là-dessus. La Turquie, l'Inde et la Chine sont avérés des partenaires stratégiques fiables, costauds, et qui ont permis à la Russie de passer le choc des sanctions. Donc victoire économique de la Russie sur l'Occident totale. Alors après, il y a une deuxième, à mon sens, il y a une deuxième victoire. La deuxième victoire, elle a été plus longue à émerger et elle n'est pas encore bien visible par tout le monde en Occident, parce qu'en Occident, on comprend après le reste du monde généralement, mais c'est la victoire, ce que moi j'appelle la victoire diplomatique. Je vais m'expliquer. La victoire diplomatique de la Russie. Lorsque la guerre a commencé, les sanctions, l'isolation de la Russie, le projet occidental, c'était ça. Donc les sanctions mettent l'économie à genoux, personne n'ose aider la Russie par peur des sanctions, et la Russie se retrouve isolée, acculée économiquement, défaite militairement et isolée diplomatiquement.
Ça, c'était le projet du vieux fou Biden et de ses alliés européens qui croient sans doute à Lara Croft. Donc, ça, c'était l'objectif. Et puis 2 ans et demi plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ça ne s'est pas réalisé. Et plus que ça, c'est réalisé autre chose. C'est qu'en fait, la Russie a enchaîné, les élites russes ont enchaîné une espèce de tour diplomatique qui est en train, à mon avis, de reformater l'équilibre mondial. On va sortir du monde d'avant, hein, à la fin de ce conflit militaire, on aura changé de séquence historique, on sera sorti du monde unipolaire américano-centrique et on va être sur un monde beaucoup plus divers, beaucoup plus épars, beaucoup plus multipolaire, avec des rapports de force qui vont beaucoup plus être basculés, à mon avis, vers l'Asie et l'Orient. Et donc, de facto, vont se retrouver déclassés, affaiblis et plus isolés, non pas les Russes, mais les Occidentaux et les Européens en tête. Tour de passe-passe diplomatique incroyable, victoire diplomatique totale parce qu'on voit que Poutine est allé en Chine, que ça a été l'accolade d'amitié, on voit que Poutine a été reçu au Vietnam, on voit que Poutine va visiter la Turquie, pays de l'OTAN. On voit que le président indien arrive dans les prochaines semaines pour une grande visite en Russie. On voit que Poutine était en Corée du Nord. On voit que en fait, les BRICS, la liste d'attente maintenant c'est 30 pays, que toute l'Asie du Sud, c'est-à-dire le monde de demain, veut rentrer dans les BRICS, que les demandes d'Afrique, d'Amérique du Sud sont énormes. On voit que la popularité de la Russie en Afrique est croissante et que donc en fait la diplomatie russe a gagné et que ce n'est pas la Russie qui est isolée. Le président Poutine fait le tour des pays émergents, fait le tour des pays en réémergence, fait le tour des BRICS, fait le tour du Nouveau Monde. Il y est bien reçu, il y est reçu parce qu'ils savent très bien tous que c'est la Russie qui va gagner et qu'à la fin de la guerre, la victoire, ça ne va pas être Paris, Macron, l'Ukraine et Zelensky. Hein. Tout le monde a compris ça. Donc tournée diplomatique magistrale. Et puis, en plus des BRICS, là, il faut le dire, aujourd'hui, actuellement, pendant que je fais cette vidéo, un sommet de l'organisation de Shanghai où il y a un tas de pays pas membres, y compris la Turquie, membre de l'OTAN. Donc, il y a un tas de pays qui sont en train de se rapprocher ou de venir observer ce qui se passe dans l'organisation de Shanghai, dans les BRICS, etc. Et pour adhérer à tout ça, il ne faut pas de sanctions contre la Russie. Donc, vous imaginez bien que la plupart des pays qui vont se rapprocher de ces ensembles, ils vont être solidaires de la Russie, solidaires. Donc là, il y a vraiment une espèce de grande victoire diplomatique totale de la Russie sur l'Occident, c'est le fait que l'isolement de la Russie qui était voulu par les Occidentaux n'a pas eu lieu, que la Russie ne s'est pas retrouvée isolée, que la Russie a au contraire gagné en popularité, que la Russie est vue par le reste du monde comme une puissance forte et une puissance qui est en train de reshaper, de reformer en fait l'équilibre des forces, et que la Russie est devenue en quelque sorte le moteur politique et symbolique des nouvelles structures de demain que sont les BRICS, l'organisation de Shanghai, etc. C'est Moscou qui a pris le lead et récemment on a entendu en politique intérieure que les Russes veulent relancer une espèce de format tripartite avec l'Inde et la Chine. Donc là on revient sur les doctrines Primakov de la fin des années 90 où déjà Primakov avait envisagé un monde post-unipolaire, un monde multipolaire dans lequel il y aurait 3 pays qui domineraient, qui seraient la Russie, l'Inde et la Chine. Et c'est exactement ça, hein. Vous avez l'Inde et l'Asie du Sud, la Chine et l'Asie du Nord, et vous avez la Russie qui sera la puissance de domination de l'hémisphère nord, on va dire occidental et russe et européen. Et donc voilà, vous avez cette espèce de trio de pays qui va prendre le lead, à mon avis, et prendre le lead diplomatique, le lead civilisationnel et le lead moral. Voilà, donc 2 grandes victoires de la Russie, la victoire économique sur l'Occident et la victoire diplomatique sur l'Occident. La victoire militaire, c'est en cours, mais ça va sans doute prendre encore un peu plus de temps. Mais je ferai une vidéo sur la victoire militaire. Je ferai une vidéo prochainement sur les 2 ans et demi d'opération militaire spéciale et je ferai une vidéo bien entendu à la fin du conflit pour voir si mes prédictions d'aujourd'hui ont été les bonnes. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Je mettrai le lien encore une fois dans le descriptif. Suivez-moi sur Telegram où je poste beaucoup de contenu sur la Russie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous, c'est vraiment important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Prussien.